Le 26 janvier 2025, Goma, la capitale du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, tombait aux mains des rebelles du M23, après une offensive éclair préparée par l'état-major rwandais. Christophe Chatelot y était quelques jours plus tard. La rébellion a commencé en novembre 2021 et là, on pensait que jamais elle ne s'attaquerait à une ville de cette importance. Quelle est la situation un an après, à l'est de la RDC? On vous raconte. Depuis un an, les forces de défense rwandaises et le M23 contrôlent totalement Goma. On se dit c'est trop gros pour eux. Et non, en fait, toute l'architecture de défense congolaise s'effondre. Et pourquoi elle s'effondre? Parce que les Rwandais, pour la première fois aussi, à cette échelle-là, interviennent directement dans les combats. 3 semaines après la chute de Goma, c'est Bukavu qui tombe. Bukavu, c'est la capitale régionale du Sud Kivu, cette fois-ci. Pendant plusieurs mois, le front se stabilise à peu près. Et là, le 10 décembre, 3e grande ville à tomber, Uvira, qui était la capitale intérimaire, si l'on veut, du Sud et du Nord Kivu. C'est un événement majeur. Et c'est aussi la preuve qu'ils peuvent gérer, d'une certaine façon, des communautés aussi importantes et une telle population. Signe qu'ils comptent bien rester dans la région, les rebelles ont mis en place une administration parallèle, fiscale en premier lieu. C'est la rentrée de ressources financières qui leur permet de financer la rébellion, des structures économiques qui permettent d'exploiter d'une façon un peu plus rationnelle les mines, puisque cette région est une région essentielle pour l'extraction des minerais stratégiques critiques. Ils ont réouvert les administrations. Sauf que ça se heurte aussi à des problèmes concrets. Les banques ont fermé. Ils pensaient pouvoir les rouvrir, sauf que ça ne dépend pas du chef d'agence de Goma. Ce sont souvent des banques détenues par le Kenya ou alors de Kinshasa. Compte tenu du fait que cette région est sous embargo international, il n'y a pas de possibilité légale de rouvrir les banques. Bon, avant, tulikuwa sawa, ulikuwa natumika aeroporo, banakuita unafanya makurse. Banki wafonctionnaire leta wanapokea franga inatembea muvi et ça vyote vinashimama et comprenez que nashi tunateseka sana. Depuis 2021, le conflit a fait plus de 7 millions de déplacés. Jusqu'en janvier 2025, des centaines de milliers d'entre eux vivaient dans des camps autour de Goma, avant d'être contraints de rentrer chez eux. La situation de retour est différente selon les communautés. Certaines ont retrouvé leur maison, leur champ. D'autres qui sont sur les routes depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, se retrouvent dans des conditions très difficiles puisqu'il y a eu des appropriations et des spoliations de terres et d'immobilier. Pour le Sud Kivu, la situation est différente. Les camps n'avaient pas été constitués, donc il y avait moins de population sur les routes. En revanche, dès qu'ils ont attaqué Bukavu et Uvira, il y a eu des grands mouvements de population qui sont dirigés notamment vers le Burundi, où là ils vivent dans des conditions vraiment très très difficiles. Côté sécurité, la rébellion a installé un pouvoir arbitraire et pratique l'enrôlement forcé. Les policiers qui existaient, qui étaient là auparavant, ont été mobilisés de force. On leur a lavé le cerveau et on essaie de les utiliser, de les redéployer. C'était pareil d'ailleurs pour les militaires congolais qui étaient encore sur place. On sait, d'après plusieurs organisations de défense des droits humains, qu'il y a des exécutions sommaires, des disparitions qui concernent soit des jeunes que l'on soupçonne d'appartenir à des groupes rebelles opposés au M23, ou alors des leaders communautaires, des leaders d'opinion. Le problème, c'est qu'il y a très peu d'observateurs indépendants sur place et qu'on a du mal à établir un bilan. Sur le plan diplomatique, l'année 2025 est tout sauf celle du statu quo. Des accords ont été signés entre la RDC et le Rwanda et entre la RDC et le M23. Donald Trump s'était engagé à mettre fin à ce qu'il a qualifié de l'un des pires conflits au monde. La réalité est tout autre, le cessez-le-feu sur le terrain n'est pas respecté. Et derrière ces accords, Donald Trump espère une contrepartie. Il l'a clairement formulé, il accepte d'être un facilitateur des négociations entre le Rwanda et la RDC. Tout ça a un prix, ce prix c'est l'accès aux mines, pas seulement dans l'est de la RDC. Ce qu'il vise c'est l'accès aux mines cuivre, cobalt, coltan du Katanga, donc loin de cette zone de guerre, plus frontalier avec la Zambie. Les deux accords, signés en juillet et en décembre, sont des accords cadres. Qui établissent des principes généraux sur le cessez-le-feu et l'objectif à long terme de désarmer les différents groupes
et d'accélérer la coopération économique qui permettrait de créer un cadre un peu plus pacifique. Ce que l'on constate sur le terrain, en premier lieu, c'est que le cessez-le-feu n'est pas respecté. Donc, la première des conditions, qui a priori serait la plus facile et qui permet de mesurer la bonne volonté et l'engagement de chacune des parties à aboutir à une paix durable, n'est pas là.